Vous me dites. Oui, parfait. Ok. Alors, bonjour à tous. Je suis désolée, on va entendre les petits bips en fait, des personnes qui se connectent, donc excusez-moi d'avance. Bienvenue dans ce premier webinaire du programme Impulser l'EFC dans votre entreprise. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aussi nombreux. Alors, pour ma part, je suis Élodie Douaglin, je suis spécialisée dans l'accompagnement des innovations et des projets à impact positif. Et je pilote le programme avec Juliette et Evelyne Maillet. Et je vais vous demander, les filles, de vous présenter pour que, comme on est sur le démarrage en fait vraiment plus officiel de notre programme, c'est important que vous puissiez mettre une tête et un nom en fait sur cette équipe projet. Donc les filles, à vous. Donc, bonjour à tous, je suis Juliette Astoul. Moi, je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie, notamment sur les thématiques économie circulaire et éco-conception pour les entreprises en Pays de la Loire. Et on est ravis de contribuer à ce projet novateur et expérimental. Bonjour à tous, je suis Evelyne Maillet, je travaille à Angers Technopole. J'accompagne les entreprises dans leurs projets d'innovation, mais également à travers aborder la fonctionnalité à travers l'innovation par les services. Je suis vraiment ravie de participer à ce premier webinaire. Merci. Alors du coup, Magali, c'est bien que tu passes la slide suivante. Donc, on va vous donner un peu d'éléments de contexte avant de passer aux choses qui vous attirent aujourd'hui. D'abord, un rappel, en fait, le programme Économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est un programme qui est porté, piloté et coordonné par Angers Technopole avec la CCI de Maine-et-Loire et qui se fait également en partenariat très fort avec l'ADEME et TGS France, qu'on remercie vraiment sincèrement pour votre implication très active dans ce programme-là. Notre programme, nous l'avons construit sur 3 ans. Son objectif est d'impulser l'économie de la fonctionnalité en Maine-et-Loire et de fédérer les acteurs économiques du territoire dans sa dynamique vertueuse. Il se décline en 4 actions. Magali, excuse-moi, j'aime bien que tu passes également la slide. Donc, on a 4 actions en fait qui sont interdépendantes. Donc, elles vont se nourrir les unes les autres. Et aujourd'hui, le webinaire qu'on vous propose vient en fait s'incruster dans le volet sensibilisation. Et vous allez voir en fait que cette sensibilisation, elle démarre officiellement aujourd'hui. On va vous proposer en fait pendant 2 ans une série de webinaires en distanciel, mais aussi des ateliers en présentiel. Notre objectif, ça va être de vous faire découvrir en fait l'économie de la fonctionnalité et ses enjeux, de démystifier un petit peu le sujet, vous montrer que c'est un modèle qui va être accessible à toute entreprise, mais également qui va enclencher en fait des nouveaux questionnements chez les dirigeants. Et donc l'objectif, c'est de révéler en fait qu'il existe des leviers de croissance. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. J'en profite tout de suite, tant que tout le monde est connecté, pour vous parler en fait du fait que ce premier webinaire va être suivi d'un atelier pratique qui est organisé le 28 avril prochain. Et donc, qui est organisé en fait à Angers Technopole. Et donc là, l'idée, c'est vraiment à destination des chefs d'entreprise. Et on va demander aux chefs d'entreprise de venir accompagner soit d'un autre manager de l'entreprise, soit d'un membre du CODIR. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment appliquer en fait ce qu'on va voir aujourd'hui de façon très concrète et vous puissiez prendre du recul en fait et de la hauteur à deux pour prendre les décisions et voir comment vous pouvez appliquer les choses chez vous. Aujourd'hui, on va voir comment il est possible de faire évoluer son modèle économique pour trouver de nouveaux leviers de croissance, on en parlait tout à l'heure, mais aussi des leviers de croissance qui vont répondre en fait aux enjeux sociétaux et environnementaux. Et pour cela, nous avons un grand plaisir d'accueillir Magali Courcial. Donc Magali, elle est passionnée par les nouveaux modèles qui vont combiner en fait performance économique, impact social et environnemental. Et donc Magali est spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants et de leurs équipes, c'est important, dans les transitions vers ces modèles innovants, durables, résilients au sein de la coopérative Imatera. Avant de te passer la parole, Magali, je vais juste rappeler en fait les règles de fonctionnement de notre webinaire. On va vous demander, donc là, comme on le fait en fait, de vraiment couper vos micros, couper les caméras également pour optimiser la bande passante.
Vous pourrez poser en fait toutes vos questions dans le chat. Nous, on va vraiment combiner en fait, compiler les questions et on les posera, on prendra un temps d'échange à la fin de ce webinaire. On vous fera participer également au milieu du webinaire en faisant une petite pause en fait, où on va prendre de la hauteur. Et voilà, Magali, je te laisse la main. Très bonne présentation à tous. Merci Élodie. Bon. Vous m'entendez? Pas de problème? C'est très bien, ouais. Ouais. Alors c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin pour ce premier webinaire dans le cadre du programme EFC, donc Économie de fonctionnalité et de coopération. J'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ce premier temps de sensibilisation avec Élodie et Evelyne et également Juliette. Donc merci à vous pour votre accueil. Donc, on va pouvoir échanger, partager. L'idée, c'est de décaler son regard, s'inspirer aussi de trajectoires d'entreprise que je vais partager avec vous, que notre coopérative Imatera a pu accompagner ou accompagne encore dans ses réflexions autour de leur modèle économique. Et l'intention qui a été posée, mais telle que vous l'avez vu lorsque la communication a été faite autour de ce webinaire, c'est vraiment de se demander déjà pourquoi on vient s'engager dans cette réflexion, de partager des exemples de modèles et puis finalement aussi quels sont mes leviers d'action aujourd'hui en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que collaborateur d'entreprise peut-être aussi, ou acteur du territoire de Maine-et-Loire pour pouvoir engager mon écosystème sur ces questions-là. Et donc en termes de contenu, on va explorer ce matin sur l'heure et demie qui nous est donnée, les limites de nos modèles économiques, de vos modèles économiques, de vos entreprises. Quelles sont-elles aujourd'hui? Et puis, comme je vous disais, les trajectoires d'entreprise et puis ces fameux leviers d'action. Je me présente également en ce début de webinaire, donc Magali, comme elle le dit, Magali Courcial Vanessel. J'ai rejoint Imatera il y a presque plus de 2 ans maintenant. Et Imatera, c'est un collectif de dirigeants de collectivités aussi et une équipe qui est structurée en coopérative, en SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, et on accompagne des entreprises dans leur trajectoire d'évolution de leur modèle économique. On est présent en Pays de la Loire, je suis responsable de la région Pays de la Loire, mais également en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-France et en région Sud, où est né Imatera, puisque Imatera a été impulsé par des dirigeants, c'est une association de dirigeants initialement, qui ont voulu justement expérimenter, amener ce levier de l'économie de fonctionnalité de coopération dans leurs entreprises et partager et expérimenter ensemble. Et on intervient sur l'ensemble du territoire national. C'est parti. Donc le premier volet, c'est pourquoi questionner et faire évoluer son modèle économique. C'est le point de départ. Donc, ce que j'avais envie de partager avec vous au travers de ce questionnement, c'est justement les 3 questions que je vais vous adresser directement, que toute marque et entreprise doit se poser aujourd'hui. Est-ce qu'en 2030, vos clients, ils voudront ou ils pourront encore acheter vos produits et vos services? Deuxièmement, c'est comment vous pouvez aujourd'hui coopérer. On va illustrer toutes ces questions-là, mais avec vos parties prenantes pour développer vos capacités d'impact positif. Ça, c'est une question que vous posez peut-être actuellement. Et puis, finalement, comment traduire dans son offre de service, monétairement, tous ces impacts positifs pour qu'ils constituent un nouveau modèle économique. Et on voit qu'il y a beaucoup de liens et d'enjeux aujourd'hui avec des initiatives et ça vous a été mis dans la communication de RSE. Comment justement on arrive à monétiser tout ce qu'on a pu mettre en place autour de ces enjeux environnementaux et sociétaux. En tout cas, c'est les questionnements que nous, on partage avec beaucoup de dirigeants et dirigeantes qu'on accompagne. Donc, vous me direz, comment se transformer?
Il y a plein de leviers, on pourrait envisager plein de choses. On observe que les modèles classiques, ils sont à bout de souffle. J'ai envie de vous emmener là, mais on va l'illustrer, derrière. La majorité des modèles économiques aujourd'hui sont construits sur des logiques de volume. Il faut vendre plus pour gagner plus et finalement, ça nous empêche de concilier, cette réussite économique avec, parfois, des bénéfices, environnementaux ou sociaux. Et donc, on voit que ça met en difficulté, les entreprises, qui ont des difficultés croissantes sur des marchés qui sont saturés ou, des marchés qui sont très sensibles à la conjoncture et la conjoncture est telle et on le partage aujourd'hui, l'actualité, où on entend parler, de rapports de GIEC, où on entend parler d'obligations, de bilan carbone pour les entreprises. En tant que fournisseur, on va vous demander de plus en plus de pouvoir justifier, de pouvoir, amener, des preuves de votre impact et de l'impact de votre activité. Donc voilà, des enjeux, une conjoncture, hem, qui amène à se questionner de comment on peut, se transformer. Est-ce qu'accélérer les cadences, c'est, quelque chose qui est envisageable aujourd'hui? On sait que, il y a des enjeux de bien-être en entreprise, de recrutement également. Est-ce que l'innovation produit peut être, un levier d'action aussi? Mettre en place de la RSE? Voilà, il y a beaucoup de choses et des questionnements, qui, au quotidien, amènent le dirigeant, à se questionner sur, quels vont être mes leviers de croissance, mes leviers d'action pour pérenniser et développer mon entreprise. Dans cette introduction, si c'est une introduction, mais cette première partie, j'avais envie de vous amener, sur cette notion d'efficience. Parce que finalement, c'est, autour de ça que, que les trajectoires que je vais vous présenter, vont venir, appuyer. Qu'est-ce que c'est l'efficience? En fait, pour dessiner de nouvelles opportunités et justement être plus efficient, hem, il va y avoir un questionnement obligatoirement sur la manière dont je mobilise mes ressources, matérielles de mon entreprise aujourd'hui, les ressources, immatérielles, donc l'expertise, les ressources humaines que j'ai en interne, comment je les mobilise au regard des objectifs que je me fixe dans mon entreprise. Et donc, je Christophe Samples, qui est un des économistes qui a cofondé Imatera, nous amenait, et nous a, légué cette notion d'efficience dans nos accompagnements, c'est-à-dire à travers un exemple de médicament. Vous le connaissez peut-être, le médicament A, il sera plus efficient que le médicament B s'il présente moins d'effets secondaires. Ça, c'est, donc il est efficient dans son action thérapeutique. S'il consomme moins de ressources pour être produit, donc il sera efficient dans sa production et tout en atteignant un résultat qui est voulu. Et là, on va dire que le résultat, c'était la baisse de la température. Donc l'enjeu, aujourd'hui qu'on partage, et que moi j'ai envie de vous formuler, c'est, ça va être comment on va sortir de ce modèle économique aujourd'hui qui est basé sur une logique de volume, pour privilégier, l'usage, la possession et en fait essayer de décorréler le fait de, je réalise du chiffre d'affaires, mais pour ça, je suis obligée, de consommer de plus en plus de ressources. C'est bon pour tout le monde? Je continue, encore. Donc, je, dans les, dans les limites des modèles, et puis je vous partagerai, des exemples, mais il y a, dans ces enjeux de transition, sociétale qui nous amènent aujourd'hui à nous réunir, heu, on a, enfin, on travaille aujourd'hui, nous, avec des entreprises qui, sont tous arrivés à ce type de questionnement autour de leur modèle économique avec des portes d'entrée très différents. Ce, schéma que vous voyez, il est intéressant, parce qu'il montre dans quelle mesure cette démarche qu'on va vous proposer ou même globalement cette réflexion que vous pouvez mener autour de votre modèle économique, elle va venir toucher en fait à plein, hem, de volets de l'entreprise, mais les grands essentiels de l'entreprise. Quand on parle d'efficience sociale, à un moment, un des enjeux, c'est de s'interroger, sur sa dimension RH, sur, son management. Quand on parle d'efficience environnementale, on pense à la RSE, on pense, à de l'économie circulaire et puis, quand on parle d'efficience, économique, qui est au centre, on est clairement
dans la dimension stratégique de l'entreprise. Ce dont on parle aujourd'hui, ce sont des stratégies, comme le disait Elodie, des leviers de croissance pour votre entreprise. On est clairement, dans une réflexion stratégique et on le voit puisque, certains de nos clients, aujourd'hui, sont dans des logiques de planification stratégique et de nouveaux projets d'entreprise. C'est-à-dire comment j'inclus, cette réflexion de modèle économique, dans ma future feuille de route à 5 ans. On a des entreprises aussi, qui sont venues, sur ce type de questionnement après avoir formulé une raison d'être. Ils se sont dit: «Ben, notre raison d'être, c'est ça et donc ça voudrait dire quoi en termes d'offres de services et en termes d'activité? Comment je pose, finalement, les futurs, leviers, de croissance de mon entreprise?» Et puis, également, et c'est une réalité, on a des entreprises, avec qui on travaille aujourd'hui, parce qu'il y avait des vrais enjeux de résilience économique, s'ils se réinventaient pas et ça sera le cas de Anne et de Armen Santé, une trajectoire que je vous présenterai. S'ils se réinventaient pas, ben, ils fermaient l'entreprise. Donc, il y a, voilà, on peut arriver, sur ces questionnements avec plein de limites ou de points d'entrée différents, avec, l'envie, de concilier toujours, cette efficience monétaire, donc la rentabilité de votre entreprise et et tous les autres volets qui constituent, l'organisation de votre entreprise. Donc pourquoi faire évoluer son modèle économique? Ben, pour chercher à sortir, d'un système volumique qui impose aux entreprises de produire toujours plus pour espérer, pérenniser leur activité. On est, dans je pense que vous me rejoindrez, mais il y a une espèce d'injonction, contradictoire qui est, il faut, produire, plus, il faut se développer et en même temps aujourd'hui, on entend, heu, qu'il faut préserver ses ressources, minimiser son impact et donc comment on fait cela? À un moment, on doit aller toucher, à son modèle économique, à son offre de produits ou de services, à sa manière de contractualiser, avec ses clients et à sa manière de travailler avec, ses fournisseurs et l'ensemble de ses parties prenantes. Donc ça touche à tout cela, hem, afin de répondre, aux enjeux, sociétaux, et d'actualité qui sont les nôtres. On va rentrer dans, la partie des limites, de nos modèles économiques avec, plusieurs, cas d'entreprise. Hem, Là, un des enjeux, en fait, c'est de vous présenter, 3 cas d'entreprise. Donc l'ensemble des histoires, hein, d'hommes et de femmes que je vais vous présenter, ce sont des entreprises qui ont été accompagnées, par Imatera et donc au sein de notre coopérative et qui ont engagé, cette réflexion, d'évolution, de leur modèle économique. D'abord, vous le connaîtrez, peut-être, le FCBA, donc FCBA qui est donc un institut technologique, forêt, cellulose, bois, construction, ameublement et qui se trouve en région parisienne. Hem, Belle, très grande structure, hein, 284 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 27, millions d'euros. Et puis, le FCBA, en fait, on les a rencontrés et ils avaient, un questionnement autour de leur activité au travers, hem, différents volets. Le premier, c'était, en externe. Hem, il y avait un constat, parce que c'est ça en fait le départ, c'est de pouvoir, identifier quelles sont les limites de mon activité aujourd'hui ou d'un pan de mon activité, parce que là on était particulièrement sur le pôle aménagement, cadre de vie. Hem, des engagements de l'État par rapport au financement, donc ils avaient besoin de développer leur rentabilité. Une évolution des usages de leur périmètre de marché, leur marché cœur de cible était, en déclin. En interne, c'était une réalité, il y avait un turnover, difficulté de recrutement et ce qui fait que ça mettait vraiment, en danger leur capacité de mise en œuvre de leurs projets. Donc comment aussi, fais face, à cette réalité, qui est la mienne, au sein de mon organisation et puis, quand on les a rencontrés, voilà, il y avait beaucoup de compétition interne, de méconnaissance réciproque, au sein de la structure, qui les mettait en difficulté pour pouvoir se projeter, sur, le développement, de leur structure. Donc ça, ce sont des limites, heu, que l'on identifie et que l'on partage, avec, les dirigeants, et dirigeantes qu'on accompagne.
Un autre exemple que je peux partager avec vous, c'est celui, d'Amzer. Donc, Amzer, c'est, hem, une entreprise qui se situe, à Brest, donc, qui est, dirigée par, Glenn, qui, donc a 30 collaborateurs, qui faisait un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros et eux, ils, travaillaient sur tout ce qui était conception et fabrication de pompes à chaleur, comme, vous pouvez le lire. Les clients d'Amzer, c'était des installateurs, des stations techniques, en charge de la maintenance et donc c'est, eux, la difficulté et le constat partagé avec le dirigeant, au début, de la trajectoire, c'était que, bah, ils étaient sur un marché qui était très concurrentiel, qui tirait, les prix, vers le bas, au détriment justement de la performance et de la durabilité du produit. Que, le client revenait toujours vers lui en disant: «C'est trop élevé, on sait que tu fais des produits de qualité 100 français, mais on venait toujours les chercher sur le prix et donc c'était, le constat de son activité, quelque chose, vous vous en doutez bien, que dont il voulait sortir et puis, il avait un écosystème, un nombre, d'acteurs, autour de lui, qui, n'étaient pas sensibilisés ou en tout cas, il avait l'impression d'être un peu tout seul dans, cette envie, de se poser, de se repositionner, par rapport à son activité sur, des enjeux d'économie circulaire. Le dernier exemple que je peux partager avec vous, c'est celui donc de Anne, Armen Santé. Armen Santé, c'est une entreprise, familiale, qui se situe, qui est implantée à Rennes et à Vannes et qui met à disposition, par vente, ou location du matériel qui est adapté, au maintien et au retour à domicile. L'enjeu, vous voyez, de ces présentations de ces entreprises, c'est vous de montrer que, ce type de questionnement aujourd'hui, il concerne, tout type d'entreprise, toute typologie d'entreprise. On travaille, nous, autant avec, des groupes, mais donc avec plutôt des business units, mais aussi beaucoup avec des PME, avec des TPE qui ont envie de se mettre en mouvement, sur ces enjeux, ou qui ont, des réels enjeux, de résilience ou, de développement de leur activité. Et donc, Anne, entreprise familiale créée, en 95 de 17 personnes et qu'elle a reprise, hem, à l'issue du départ de son père. Et donc quand on a rencontré, Anne, c'était dans le cadre d'un programme qui avait été mis en place, avec le soutien de l'ADEME, et impulsé par le CJD, en Bretagne. Anne, eux, ils avaient, heu, toute l'équipe en fait, était face à différentes problématiques, mais la première c'était la rentabilité. Il y avait, un système de financement et une dépendance très dépendant des fonds publics et notamment des remboursements, de la sécurité sociale, des prix qui étaient très encadrés, hem et donc ils avaient besoin, on était clairement, de vendre toujours plus et d'accélérer la rotation de matériel. La posture aussi, ils avaient l'impression de subir très clairement des interlocuteurs multiples, des prescripteurs, des financeurs, des familles, des bénéficiaires, même si c'était pour ça qu'ils étaient là, c'était vraiment pour se mettre au service, de ces familles et de ces bénéficiaires. Mais ils subissaient, les prix, les délais. Il n'y avait pas de capacité de maîtrise de l'activité, plein de compétences en interne, d'expertise et qui n'arrivaient pas à s'exprimer hem, au sein de l'entreprise. Donc voilà, constat partagé avec le dirigeant et l'équipe. Et puis l'autre, aspect et c'est important parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais vous devez le vivre dans vos entreprises aussi, c'est la valeur, le sens, ce fameux sens en entreprise. Ils avaient une très bonne connaissance de leurs clients, des bénéficiaires, de leurs besoins, des aidants, et ils se disaient: «Mais comment on peut les aider autrement que par la vente d'un matériel?» Comment, aussi, on est dans un secteur d'activité où, d'un point de vue environnemental, même si c'est le marché de la location, parce qu'on est clairement sur la location, c'est un système qui va privilégier la vente de matériel neuf et l'incapacité de réutiliser ce matériel, parfois lorsqu'il a été utilisé même sur une courte durée et de mise au rebut. Et donc il y avait un réel décalage entre les envies de l'équipe de s'inscrire dans des enjeux sociétaux et de se mettre au service, de leurs clients, de leurs bénéficiaires et de ce contexte en plus particulier qui est le retour à domicile et le maintien à domicile avec tout l'impact, social qu'on peut avoir, et la capacité de le faire. Et donc comment je fais évoluer, heu, mon offre, pour pouvoir, répondre, à ces limites, aujourd'hui. Donc après, ce temps,
descendant. En plus, c'est frustrant pour moi parce que je ne vous vois pas, mais voilà, j'espère que vous, vous recevez tous ces exemples et ils vous parlent, ils vous mettent en mouvement par rapport à votre cas d'entreprise. Hem, on se rend compte, enfin voilà, et vous, comment vous avez beau essayer parfois d'être vertueux d'un point de vue environnemental, social, on voit que les marchés, la question du prix est au centre, les délais, les sauvegardes des marges, les prix sont sous pression, et comment on se différencie aujourd'hui sur nos marchés, sur nos activités? C'est vraiment, l'enjeu et la question, qu'on avait envie de vous poser aujourd'hui. Oui, alors du coup, donc merci Magali. Donc on arrive au temps en fait, dont on a parlé en tout début. On a vu en fait pourquoi il était important de questionner son modèle économique. On a vu à travers les exemples, merci Magali, enfin, quelles pouvaient être finalement les limites en fait de tous ces modèles conventionnels. Et là maintenant, on voudrait vous donner un petit temps d'appropriation à vous participants et voir en fait comment ce que nous venons de présenter fait écho dans vos structures. Donc Magali va vous reposer des questions et on va vous demander en fait de vraiment de prendre le temps, c'est beaucoup de temps, mais de répondre dans le chat. Et du coup, Magali prendra voilà, on va répondre en direct en fait. On vous laisse un petit temps pour poser enfin, réagir dans le chat et ensuite on répondra. Magali, je te repasse la main. Je te remercie. Donc oui, suite à la présentation de ces exemples, hem, moi j'avais envie de vous poser d'abord une question. Assez, simple parce qu'elle générera, du oui, non ou peut-être oui et d'autres volets. Mais est-ce qu'aujourd'hui pour, la pérennité, et le développement de votre entreprise, qui parmi vous estime, avoir besoin de vendre toujours plus, de volume? Donc vous pouvez répondre, dans le chat. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que si vous voulez développer votre entreprise, vous avez besoin de vendre, plus de volume? Donc pour Cécilia et Julie, c'est oui. Avec Cécilia et Julie qui sont à la tête d'une entreprise parmi nous, ce matin. Non, non, il y a d'autres dirigeants normalement, mais Donc pas dans votre cas, au niveau associatif, pas dans une logique, de volume. Il y a peut-être d'autres choses, qui ont fait écho, dans ma présentation. Hem, donc au-delà de cette approche volumique et qui concerne beaucoup d'entreprises, que nous, on rencontre, au quotidien, il y a, l'envie, au regard, des exemples qui sont présentés, de se dire si, vous prenez une minute, aujourd'hui, quelle est la limite? Si vous en aviez une à partager, quelle est la limite, de votre modèle économique ou d'activité, aujourd'hui? Le frein pour développer ou pérenniser votre entreprise? Si, je venais vous rencontrer, demain, ou que Élodie ou Evelyne ou Juliette venaient vous rencontrer, et que vous partagez avec elles, c'est quoi votre difficulté aujourd'hui dans le développement et la pérennisation de votre entreprise? Là-dedans, on parle de la volatilité des clients, au manque de fidélisation, enfin, un besoin de fidélisation de ses clients. Alors comme j'avais dit que je vous laissais une minute, je vous laisse une minute pour poser ça sur, le crayon et le papier que vous avez à côté de vous, bien évidemment, et comme ça vous pouvez poser, heu, cette réflexion. Donc dans la main-d'œuvre, il y a différents exemples. Les marges, donc on voit qu'il y a toujours cette logique de marge avec des coûts d'intrants, qui augmentent. Donc coûts en effet envolée des prix, sur les matières premières ou difficultés d'approvisionnement, hein. Je pense que ça va être une réalité, malheureusement dans les mois qui viennent. Les clients cherchent le prix bas, en effet. il y a une notion sur la durée d'acquisition également, Thierry Juin.
Dans la main-d'œuvre, j'entends, est-ce qu'il y a une logique de compétence derrière ou sinon un peu comme dans, la logique, des cas présentés, difficulté de recrutement ou volonté des équipes de sens, par rapport à l'activité, ou que vous menez? La pression des centrales d'achat? Il y a une notion aussi sur la difficulté d'attractivité de nos métiers, donc avocat, expert comptable. Mmh. Madame. Donc, Florence, vous nous partagez la dimension aussi de l'approche filière, donc sur la chaîne de valeur en effet, c'est vrai que c'était quelque chose qui était très fort aussi chez Hermène Santé avec, heu, cette incompréhension de cette filière, autour de la sortie, de la chaîne de valeur du matériel médical et dans le bâtiment également. Comme pour Ramsay finalement aussi. C'est ce qui nous avait partagé, Glenn, et le pouvoir d'achat des clients qui diminue, en effet. Merci pour vos partages. Heu, L'enjeu c'était, voilà, d'avoir ce premier constat et de partager et heu, de pouvoir, vous-même déjà vous approprier, je pars d'où et finalement, sur quoi j'ai envie de travailler. Qu'est-ce qui, pourrait, m'amener à engager une réflexion, pour faire évoluer mon activité, et Heu, comment je peux le faire et donc là maintenant je vais, vous partager des, trajectoires d'entreprise qui est donc, on va retrouver Armen Santé, pas forcément repris, celles qui, ont été, présentées donc, la trajectoire d'Amzer, mais qui a développé aussi une nouvelle offre et une nouvelle manière de contractualiser avec ses clients, mais je pourrais vous en dire plus, à l'issue, du webinaire. Mais j'ai choisi, 3 trajectoires d'entreprise, qui sont inspirantes de par, la finalité de ce qu'elles ont atteint, de montrer qu'en fait, lorsqu'on engage une réflexion d'évolution de son modèle économique, via, l'économie de fonctionnalité et de coopération, heu, on n'est pas obligatoirement, heu, sur, une nouvelle offre, ou un nouveau service. Ça peut amener plein de choses dans l'entreprise, et notamment, des leviers d'action rapides, et d'évolution, positive dans l'entreprise, et c'est ça qui est intéressant finalement, autant le process, que le résultat, final, et surtout, et c'est important de le dire, on n'appuie pas sur un bouton on-off. Ça, inexorablement, on va réfléchir et mettre en place des pistes d'innovation et des projets, qui vont nous permettre, de faire évoluer, concrètement mais rapidement, l'activité de l'entreprise. Quand il y a des enjeux comme Armen de rentabilité, il y a aussi des leviers, par rapport à ça pour, assurer, la survie, parce que c'était le cas de le dire, de l'entreprise. Donc je vais repartager mon écran. Donc comme je vous disais, ce qui est intéressant, c'est, ces exemples de transition, mais aussi d'innovation de modèle économique. C'est-à-dire que très clairement, les clients, ou les entreprises, qu'on peut accompagner, on se rend compte qu'au début, de ces démarches, heu, il y a, des constats partagés, il y a, des évolutions souhaitées, il y a une prise en compte, d'enjeux environnementaux, et sociaux, et puis, on fait évoluer son modèle, mais aussi, on arrive, très clairement à aller, identifier des pépites, au sein, de notre entreprise qu'on valorise et qui permettent, d'aller vers de l'innovation, des nouvelles activités, des nouvelles, business units. Donc le 1er exemple, que j'avais, à cœur de partager avec vous, c'est celui de Biodiversity. Biodiversity, se situe en Belgique, à Nivelles, et compte, aujourd'hui 21 collaborateurs puisque, initialement, c'est, une entreprise qui a été créée par, Michael et Kim. Michael était, avocat, d'affaires, et il,
il a eu une réflexion en se disant, «J'ai le souhait de devenir entrepreneur. J'aimerais, très clairement pouvoir agir, sur la protection de la biodiversité. Comment je peux mettre ça en place aujourd'hui?» Et Kim était ingénieur, pollinisateur, donc spécialiste des abeilles et ils se sont dit: «Ben, écoute, ça semble assez évident, pour protéger la biodiversité, il faut recréer de la biodiversité, l'abeille y contribue, on va installer des ruches, sur des sites, industriels qui vont contribuer, à régénérer et à préserver, cette biodiversité» et donc et notre modèle économique, on va vendre, du miel issus de ces ruches et puis on va, mettre en place, un système de location des ruches, et donc on aura atteint l'objectif qu'on se pose dans notre entreprise et donc au bout d'1 an, en fait, l'activité est complètement déficitaire, et Michael est rentré, dans une première re session, programme d'accompagnement, Paris Matera, autour, de son modèle économique et autour de son activité et ce qui a été, Heu, intéressant, c'est que tout d'abord, ils ont posé ce regard critique, parce que ça part de là, cette question du pourquoi, du sens profond de leur activité, et donc finalement de la production industrielle de miel. Finalement, quand on y pense, c'est pas la meilleure réponse à la protection de la biodiversité, puisqu'en fait, on met l'abeille sous pression, hem et en travaillant justement en coopération avec des chercheurs, ils se sont aperçus que le pollen, qu'il y avait, et que l'abeille récoltait, présentait énormément de data et donc sur toutes les essences butinées autour de la ruche, ils pouvaient identifier la présence, de pesticides, de métaux lourds et donc en fait, ces abeilles, elles agissaient comme des colonies de capteurs, via le pollen qui devenait une donnée environnementale. Et donc là, de par ce regard critique ou cette analyse, de ce qu'ils avaient à leur disposition, hein, qui était présent, dans leur cœur de métier, ils se sont dit: «Ben, on va, analyser cette donnée et finalement, on va passer, d'une logique de vente de miel à, une offre globale, de reporting et de monitoring environnemental grâce à la data, présente dans le pollen». Donc aujourd'hui, ils proposent une offre d'accompagnement global autour de la biodiversité, un outil de mesure de ces polluants, sur l'état de la biodiversité, qui est basé sur le génie de l'abeille et un logiciel d'interprétation des données. Donc ça a généré, une nouvelle activité, ça a généré, de la recherche-développement, et ça a mis en mouvement en fait, un écosystème d'acteurs puisque, pour répondre finement à leurs besoins, de monitoring environnemental, ils ont été rencontrer, les dirigeants, les industriels qui auraient besoin, de ce service-là. Comment et donc on réadapte, on réajuste l'offre, hem, selon des, des calendriers qui sont différents. Un des principaux clients, en Belgique, de Biodiversity, en tout cas un des premiers clients, c'était notamment les eaux de source, Spar, qui doivent, justement, dans leur zone d'exploitation, connaître exactement, chaque jour le niveau, de polluants et autres. Donc comment j'applique, une technologie ou, une expertise ensuite, à des réalités, de marché et dans la région, Biodiversity heu, travaille, avec, le groupe Armor. Donc voilà. Hem, Qu'est-ce qui est intéressant en fait? C'est, en termes d'impact dans l'évolution de ce modèle, c'est, finalement que, c'est une entreprise qui est passée de 2 à 21 salariés grâce à cette évolution de modèle économique. Ils ont un réel impact sur les écosystèmes sur lesquels ils travaillent. Une rentabilité de la ruche aussi, puisque dans leur premier modèle, une ruche, elle avait un ROI de 400 €. Aujourd'hui, dans le cadre de leur offre globale intégrée, et l'offre de services de Biodiversity, il y a une rentabilité, de la ruche à 5 000 €. Donc on est passé de 400 à 5 000 €. Et puis finalement, une valorisation de toute leur expertise et de l'ouverture à de nouveaux marchés, de par cette réflexion, hem, autour, de leur patrimoine immatériel et de l'implication, des acteurs. Donc ils développent des projets avec les entreprises, avec les collectivités, ils forment et ils aident des apiculteurs, ils peuvent sensibiliser des citoyens et finalement, ils mettent en capacité eux-mêmes, leurs clients, d'être des acteurs de la transition écologique. Donc il y a même un transfert, de l'impact initial, et souhaité, de l'entreprise.
Donc ça, c'est le premier cas de biodiversity que j'avais envie, de partager avec vous. Et donc ça montre que les ressources, elles sont déjà là. Vous avez vraisemblablement dans vos entreprises, du patrimoine immatériel, donc de l'expertise, des ressources est-ce que, dans une logique d'efficience, ou même d'usage, est-ce que vous en faites, plein usage et sur quel type de marché ça pourrait, vous ouvrir, de nouvelles possibilités? Je passe, maintenant sur l'exemple d'Armen Santé. Donc, je vous ai partagé ses limites, au début de ce webinaire. Hem, je ne vais pas revenir dessus. Hem, comment ils sont rentrés dans cette démarche? Ils se sont posés, eux, les questions suivantes: «Que vivent mes clients? Quels sont, les enjeux de mes clients aujourd'hui en lien avec notre activité? Et qui sont ces clients? Et qu'est-ce qu'ils vivent?» hem, toujours en lien avec notre activité. Donc il y avait autant les clients et les partenaires, les parties prenantes. On parlait tout à l'heure de fournisseurs ou même parce qu'à un moment, en effet, si on a envie de faire évoluer son modèle, hem et on le verra après, un des enjeux, c'est la coopération. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire tout seul. On doit obligatoirement mettre en mouvement, et c'est peut-être ça finalement qui est un réel enjeu, c'est qu'il y a autant une mise en mouvement en interne de ces équipes, mais il y a aussi toute une mise en mouvement, et parfois et pour beaucoup de secteurs d'activité, d'une filière et d'un écosystème d'acteurs ou au moins, de sa chaîne de valeur. Comment, je les mets, en mouvement parce que moi j'ai envie de faire autrement et je vais pas pouvoir le faire tout seul, il va falloir que je puisse le faire également, avec mes clients et avec mes partenaires. Et donc c'est ce que, Armen, a fait, s'est mis en mouvement, donc à travers des ateliers de coopération, avec ces différentes parties prenantes et à partir de leur métier, de leur savoir-faire, de leur savoir-être, ils se sont rendus compte qu'ils sont, au carrefour d'une multitude d'interlocuteurs, en fait. Des kinés, des aidants, des personnes de soins à domicile et en fait, ils ne sont que le maillon, d'une chaîne, qui leur permet, de se mettre au service, des personnes, en situation, de handicap ou en retour, d'hospitalisation. Et donc eux, ils ont travaillé sur leur raison d'être, on y reviendra, ça fait partie de cette réflexion quand on est dans son modèle économique, c'est-à-dire, c'est quoi l'intention? Elle était très clairement posée, pour Michael et Kim, hein, dès le départ, c'était la biodiversité, mais Armen Santé se sont dit: «Mais finalement, ce qu'on fait, c'est de louer du matériel, mais c'est quoi vraiment notre intention?» Et eux, leur fil rouge et finalement, c'est ça qui après détermine tout le potentiel de développement d'offres ou d'innovation, c'était d'améliorer la qualité de vie, hem, des personnes et de leur entourage. Et donc quand vous partez de ce constat-là, si mon intention c'est ça, heu, quelle proposition de valeur je peux créer ou que je peux co-construire avec mes partenaires pour améliorer la qualité de vie, des personnes et de leur entourage? Et donc cette réflexion et cette démarche pour Amen Santé les a amenés à créer une nouvelle activité. C'est-à-dire qu'ils ont toujours leur activité, de base, hein, de vente, et de location de matériel médical, hein, c'est leur premier métier. Mais ils ont été au-delà, et ils ont créé, Anne en tout cas, avec 2 autres associés, a mis en place, autour de Vannes, une entreprise qui s'appelle Quintilis, et qui va venir orchestrer tout ce maintien à domicile, dont ils ne sont qu'un maillon. Mais en fait, dans, l'analyse qu'ils ont pu faire, également, de leur process, des impacts qu'ils généraient, c'est qu'il y avait un moment qui était très important au départ, lorsqu'ils allaient voir leurs clients, ils devaient poser, dans tous les cas, pour, et puis ils avaient cette expertise en interne, un diagnostic, approfondi du domicile, des besoins, du style de vie, de la personne, qui est en retour de domicile et finalement, ils étaient déjà en lien avec l'ensemble des opérateurs de ce suivi au quotidien, et du compte rendu, aux médecins et donc ils se sont dit: «Bah, OK, on le fait déjà, mais on ne le valorise pas». Alors que, justement et on ne le facture pas, enfin, on n'est pas que dans une logique de facturer des choses qui vont de soi, dans le métier et dans ce qui nous porte, mais en tout cas, on a une vraie valeur ajoutée sur cette activité, de coordination et on pourrait le faire et ça apporterait à nos clients. Et donc ils ont mis en place cette offre. Également, ils sont en train de réfléchir à un autre projet qui était une autre piste d'innovation qui a émergé, de la démarche qu'on a pu avoir avec eux. C'était, comment ils peuvent organiser la récupération,
justement du matériel médical. Ils sont en train de rechercher des partenaires pour, organiser cette récupération, travailler sur tout le reconditionnement du matériel, de la remise aux normes sanitaires, de certains, matériaux, loués, ou achetés, enfin ou vendus pardon. Et puis, surtout, d'assurer aussi un service de mise à niveau régulière, de ce matériel médical, qui était un besoin qu'ils ont identifié avec leurs clients en fonction de l'évolution, de la pathologie. Donc ça, c'est la deuxième trajectoire que j'avais envie de partager avec vous et de montrer, on est arrivé à autre chose. Pour, Mickaël et Kim, ça a été, on est passé d'un produit, mais même d'un service à un service, heu, plus entre guillemets, produits et services, en fait un découplage en tout cas, de la dimension, produits et services. Et puis, pour Armen Santé, vraiment une nouvelle activité, heu, aujourd'hui qui est Quintilis. Le dernier exemple que je partagerai avec vous, c'est celui d'Olivier Béchu qui était, à l'époque, dirigeant de Val Énergie. Val Énergie, c'est, une entreprise qui se situe à Mohan-Sartoux, dans les Alpes-Maritimes, qui appartient à un gros groupe, les groupes, Fallbidus, hem, donc avec, comme vous voyez, un nombre important d'employés. Et puis, Val Énergie, était, finalement un des acteurs pionniers, en termes d'énergie solaire, de l'installation de panneaux, solaires, photovoltaïques. Et donc, Olivier, la difficulté qu'il avait, sur le marché, du panneau, solaire, c'était que, bah, il y avait, son client, enfin leur client leur disait: «Ben, c'est un gros coût d'investissement pour l'entreprise». Il y avait des difficultés même, de modularité, du panneau une fois qu'il était installé. Heu Au bout d'un moment, une fois que vous vendez votre panneau, bah, c'est très bien, mais en gros, il y a vous c'est fini. Donc il y a pas de capacité d'innovation, vraiment derrière, l'activité qui était la sienne. Et puis, très clairement, un des gros cailloux dans la chaussure et une des limites au départ, c'était, le retrait, des subsides, liés, à l'installation de panneaux, solaires qui mettaient, en difficulté, son activité, ou en tout cas, il a connu une très, très forte croissance, mais ça allait pas forcément, continuer si jamais, on s'inscrivait dans un recul, du soutien, à l'installation, de panneaux. Et donc, ils se sont engagés, aussi, dans cette réflexion. Ils ont défini, leur raison d'être. Hem Et ça, c'est finalement au-delà de la réflexion autour du modèle économique. Quand on a rencontré, enfin, quand les équipes d'Imatera du Sud ont rencontré Olivier, il y a un réel enjeu, de valeur aussi. Comment moi je peux faire ma part, dans ces enjeux, environnementaux, et cette transition écologique. Comment je redonne du sens à mes équipes? Donc, ils avaient travaillé autour de leur raison d'être. C'était quoi, l'envie et l'intention, de l'entreprise? Et en fait, c'est assez central, et vous le verrez après. Leur raison d'être, c'était d'aider les entreprises, en tout cas c'est comme ils l'ont posé, à faire leur part aussi sur leur consommation d'électricité pour protéger la planète et l'humanité. En gros, ce qu'ils avaient envie de faire, c'était plus de vendre des panneaux. C'était eux vraiment derrière, dans leur activité, c'était d'accompagner leurs clients pour faire baisser leur consommation d'énergie. Et donc si c'est ça, finalement, leur intention et leur fil rouge, ça veut dire quoi en termes d'offres? Ça veut dire que, aujourd'hui, je vais plus, vendre des panneaux, mais Elibox, c'est ça. Je vais mettre à disposition de l'entreprise le panneau solaire, et puis je vais l'accompagner à travers une offre plus globale, de diagnostic énergétique, de conseils à la gestion de ces équipements consommateurs. Et puis je vais lui facturer, parce qu'à un moment, si je veux que mon modèle économique soit viable, heu, différemment. Il y a une vidéo qui est très bien faite avec un témoignage d'Olivier qu'on pourra vous transmettre ensuite pour mieux comprendre cette offre, Elibox. Mais il facture, au client, il lui promet une facture, que de l'énergie qui est, autoconsommée ou autoproduite, par l'entreprise. Donc il lui apporte en fait une solution, d'autoconsommation, de son électricité. Et encore une fois, il le met en capacité, lui entreprise, lui client, d'être un acteur de la transition écologique. Donc l'engagement de Val Énergie, c'était que c'est eux qui prenaient en charge totalement l'investissement. Il y avait zéro pour le client. Ils facturaient la mise, à disposition, de matériel à travers un contrat, un engagement du client sur 3 ans minimum.
il y avait tout un service de monitoring énergétique, quelque chose qu'ils ne savaient pas faire, initialement, Olivier et ses équipes. Donc il y a toute cette logique de coopération aussi, d'aller, en lien avec d'autres acteurs, monter une offre, qui va venir, répondre aux enjeux de ses clients et qui va pouvoir, également inclure la vôtre. Et puis, en option, il y a même une possibilité de coaching énergétique. Donc, c'est l'offre Elibox, aujourd'hui. Donc, on arrive, à la fin de présentation de ces trajectoires. Heu, vous voyez, en fait, ce qui est intéressant dans toutes ces réflexions, même dans ces exemples présentés, c'est que, vous allez beau, peut-être, arriver à une nouvelle business unit servicielle comme, Armen Santé, Quintilis, ou comme Biodiversity, Biodiversity, des produits et des services. Ou une autre entreprise qu'on accompagne dans le sud qui s'appelle Aluminor, et j'aurais plaisir à vous raconter aussi cette histoire-là, mais où ils sont plutôt partis sur des logiques de réemploi, de qualité, de solidarité et de repositionner leur offre par rapport à ces dimensions-là. Ou clairement des innovations de contractualisation comme Val Énergie, ou même, Decathlon, qu'on a accompagné qui, en partant d'un projet d'éco-conception, est venu mettre en place, une offre avec un abonnement et un accompagnement au changement de la mobilité. Ça peut vous amener vers, plein de je dirais de véhicules, contractuels différents. Mais ce qui est central et l'enjeu, c'est quelle intention vous posez, comment vous mettez en mouvement vos équipes là-dessus, et quels vont être les impacts de votre activité tout en, accédant à une réelle rentabilité pour votre entreprise. Biodiversity, on est passé d'une activité de vente de miel déficitaire à une solution de monitoring environnemental. Armen Santé, on est dans une logique de monétisation d'une de leurs compétences qu'ils avaient immatérielles et qui va tendre vers une réelle diversification de l'activité. Il y a un impact financier, parce que c'était une entreprise qui était en redressement et qui a su se réinventer. Il y a des impacts de recrutement, il y a des impacts de coopération avec leurs parties prenantes. Et pour Decathlon, on a un exemple d'innovation, qui a été, augmentée par la coopération qu'ils ont su y mettre, à l'échelle d'un territoire. Donc il y a plein de leviers de croissance, à travers cette réflexion, autour de votre modèle économique et qui peut vous amener, sur différents, leviers d'action, pour votre entreprise. Je regarde le temps, on est toujours bien. Donc rentrons justement dans ces leviers d'action. Par où on commence et comment on fait? Vous avez pu le voir à travers les exemples que je vous ai donnés, il y a eu différentes étapes, de réflexion. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que, nous, on dit souvent chez Matera, on commence avec vous là où vous êtes, et dans cette approche systémique pour réfléchir à votre activité d'un point de vue stratégique, il y a plein de points d'entrée. Il peut y avoir différentes raisons, mais il y a aussi différents points d'entrée. Hem, Ce qui est sûr, c'est que, on a obligatoirement un des premiers leviers d'action, c'est que vous devez vous mettre enfin, en tout cas, on doit rentrer en mode projet et embarquer ses équipes. Hem, L'un des enjeux, vous l'avez perçu à travers, ces exemples, c'est d'aller, questionner, les enjeux de vos clients et c'est finalement d'arriver dans une logique de coopération, vers votre client, pas avec une offre toute ficelée, mais que vous allez co-construire avec lui. Donc, inexorablement, vous changez la posture de vos commerciaux ou de votre équipe commerciale et donc dès le départ, vous devez, et c'est important parce qu'on le voit au quotidien, changer aussi le regard, et cette envie partagée plutôt, pas imposée, mais partagée avec vos équipes, cette envie de faire autrement. C'est ça qui est déclencheur et je partageais avec, Évelyne, Élodie et Juliette, que chez Imatera, la 1re séquence vraiment de travail, qui est essentielle pour nous, c'est celle, d'engagement des équipes dans cette évolution parce que ça va venir d'eux. On est vraiment des accompagnateurs. Ça vient de vous, c'est vous qui connaissez vos clients, c'est vous qui connaissez vos marchés, et comment on vous met en mouvement pour ouvrir ce potentiel, d'évolution de votre modèle économique, pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres, aujourd'hui, partagés en début de ce séminaire. Hem,
ce que je peux partager avec vous, c'est que donc Imatera a accompagné depuis sa création en 2014 une soixantaine d'entreprises dans ces réflexions d'évolution de leur modèle économique. Et on a posé finalement un process, enfin, qu'on retrouve, et on a la chance d'avoir, en soutien de ces accompagnements, des acteurs clés comme l'ADEME, qui, nous rejoignent, je dirais, dans ce cheminement, intellectuel. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a, un cycle 1. D'abord, on s'approprie, on prototype, c'est quoi les pistes d'innovation? Pour Armen, hein, ça a été de, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, tiens, Quintilis, c'est venu à ce moment-là. OK, très bien, ou de la récupération. Tiens, c'est pas une nouvelle offre, mais on peut faire quelque chose dans notre filière. On peut peut-être engager ça et ça va créer de la valeur et ça va peut-être créer une nouvelle activité, ou un nouveau, business, toute cette logique, de récupération et de réorganisation de la filière du matériel médical. Et donc ça, en général, on est, autour de 6 mois. Le dirigeant est là, il est sponsor. Il est celui, qui pose l'intention, qui projette l'équipe, mais il y a ensuite, une équipe projet qui se met en mouvement et on va très rapidement, mettre, aussi dans la boucle, ces parties prenantes, externes. Donc des fournisseurs, des clients pour se dire: «Bah, tiens, je me suis mis dans une nouvelle dynamique et qu'est-ce que ce serait, Armen Santé?» Ça a été ça, «pour vous, dans 5 ans? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Comment je viendrais mieux répondre à vos enjeux?» On a beaucoup d'entreprises qui nous disent: «Nous, on les connaît très bien nos clients. On sait vraiment, bien», et en fait, quand on leur dit: «Bah, très bien, on va les inviter alors et on va», bah, c'est pas facile. Donc c'est comment aussi, on se met en mouvement par rapport à ça. Donc il y a ce premier cycle 1 et ensuite il y a toute une logique d'expérimentation. La logique d'expérimentation, c'est justement pour sortir, des approches, mais et on le retrouve beaucoup, hein, dans, le design thinking, c'est la première partie, mais l'expérimentation, c'est vraiment la différence. Mais dans tout ce qui est innovation, par les services, c'est-à-dire comment, j'ai, je pose une offre et je vais sortir de l'approche de: «C'est génial, j'ai pensé à un super concept, je le market, je vais le mettre sur le marché». Non, non, là, tout l'enjeu, c'est de se dire, «Je vais d'abord aller le tester, je vais voir la valeur que je crée, quels sont les effets que mon offre génère auprès de mon client. Est-ce que mon client, il s'approprie bien cette valeur? Est-ce qu'il se rend compte de cette valeur et il est prêt à payer combien pour ça?» Et c'est là que va s'affiner le modèle économique. C'est vraiment pendant cette période d'expérimentation. Donc ce mode projet, on pourra en reparler, mais c'est vraiment central dans la démarche, d'évolution de son modèle économique et ça se retrouve à travers, tous les exemples que je viens de vous partager. Et ça crée du sens. Là encore, le process est vraiment, aussi important que l'issue. La nécessité de coopérer, on on dit souvent, on parle d'économie de fonctionnalité et de coopération. On pourrait dire de l'économie de coopération, en fait, d'abord, parce qu'en fait, c'est un enjeu qui est central, heu, au niveau d'une transition économique. Je vous l'ai déjà cité, hein, c'est-à-dire que si vous avez envie de faire autrement, mais vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas le faire tout seul. Donc c'est comment vous vous mettez en mouvement, dans votre écosystème. Et le changement de posture, il est essentiel. C'est un des leviers d'action qui permet, en plus, d'explorer de nouvelles possibilités de développement pour l'entreprise. Heu, ça renvoie à la manière, de faire aussi, de gérer les interactions, de co-construire avec les autres. Si on veut développer une offre, servicielle, donc orientée, sur le service, sur l'usage, ça peut pas se réaliser en dehors de son écosystème. C'est bien, c'est pas à côté, c'est pas avec, mais c'est dans l'intention de faire ensemble, d'opérer ensemble, de faire œuvre commune, en fait. Même avec, le client, c'est comment je viens répondre vraiment à tes enjeux. Donc je coopère, avec, ces clients et on le voit pour Vale Énergie, à un moment, il y a certaines peut-être dans cette offre globale, des choses que vous ne savez pas faire, vous n'allez pas forcément l'internaliser et comment, hem, vous juxtaposez, différentes compétences pour pouvoir, offrir, une offre globale qui vient répondre, aux enjeux de vos clients et dans une logique d'efficience. Et donc la coopération, elle se fait en interne. Donc ça, c'est Anne, justement. Vous voyez, Anne, on parle d'Amen Santé, et 2 de ses collaborateurs, heu, qui dans les séquences, qu'on a pu leur proposer, de réflexion autour de leur modèle. Il y a une coopération avec ses parties prenantes, c'est essentiel. Ça, c'est, Decathlon qui, travaillait donc autour, d'une offre, d'accompagnement, à la mobilité, active et durable autour du vélo. Donc, voilà.
Il y a une coopération, entre pairs, donc avec, d'autres acteurs, hem et puis, donc là, vous voyez devant, c'est Glenn qui, avec, les installateurs, les chauffagistes, dans sa filière d'activité, comment on travaille ensemble, pour pouvoir proposer une nouvelle offre pour répondre, aux besoins de nos clients. Et puis il y a une coopération, au sein des territoires. Il y a une initiative que certains d'entre vous, connaissent, qui a été impulsée par les dirigeants responsables de l'Ouest, pour créer des solutions, aussi, pour leur territoire de manière collective dans cette logique de filière. Et là, on est encore dans l'expérimentation, avec, 12 chantiers prioritaires et travailler sur, des questions de transition énergétique. Comment j'engage mon entreprise, heu dans ces transitions et comment je coopère pour créer des nouvelles offres, ou des nouvelles, propositions qui vont, amener, ces transitions. Le dernier levier d'action, le premier, entrer en mode projet. Ensuite, vous avez la dimension de coopération qui est vraiment centrale et autant, vis-à-vis de son client que ses parties prenantes et puis la raison d'être. La raison d'être, ce fameux pourquoi. Je rentrerai pas dans les débats de, l'entreprise à mission, la raison d'être. Ce qui est juste intéressant, c'est, si vous avez peut-être une raison d'être, c'est, aujourd'hui, comment elle va venir, heu vous aider, à, ouvrir le champ des possibles et justement, dans un accompagnement et même en économie de fonctionnalité et de coopération, la raison d'être, elle est centrale. Vous allez le voir après, notamment dans l'évolution du modèle. Comment on en fait un outil de transformation et un cap stratégique? Il y a plein d'autres vertus et je les ai posées sur la raison d'être, hein, d'embarquer son entreprise, de faire vivre donc en plus ça va apporter ça. Mais j'aime beaucoup cette citation de Nietzsche qui dit que celui qui possède un pourquoi et qui le fait vivre, il peut supporter tous les comment et donc il y a toute une logique aussi de résilience de l'entreprise, derrière, au travers de cette raison d'être et pour vous qu'est-ce que ça change finalement, cette raison d'être et qu'est-ce que ça a amené à Armen Santé? Je vous l'ai déjà un peu, présenté ou même à Val Énergie, enfin ça les a vraiment amenés en fait sur, l'évolution de leur modèle et de leur offre. Mais qu'est-ce que ça change et qui est central dans ce qui nous amène et ce qui nous réunit ce matin? C'est que finalement, heu, vous allez, sortir de cette logique de vente de produits et de services pour aller justement vers la vente, de cet effet que vous voulez générer, cet impact, heu, auprès de vos clients. Et donc la raison d'être, elle projette plus l'entreprise dans ce qu'elle est, ce qu'elle fait, en fait, mais elle la projette dans ce qu'elle veut générer, dans les résultats qui sont attendus par ses clients, en fait. Qu'est-ce que vous voulez, apporter à votre client? Et comment, demain, vous contractualisez sur ces effets que vous voulez apporter à votre client? Pour Arman Santé, c'est leur raison d'être, je vous la partage. C'était de mettre en œuvre une coopération entre acteurs. C'est assez long comme raison d'être. Finalement, c'est peu importe, ils n'ont pas vocation à communiquer, mais tout ce qui est intéressant dans le travail de réflexion, c'est de se dire prendre chaque mot et donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire avec qui? Ça veut dire quel service je pourrais mettre derrière? Et comment je pourrais contractualiser? En fait, on va venir spécifier la raison d'être, et l'illustrer et pour elle, très clairement dans son offre Quintilis, qui est accompagner la personne dans son maintien à domicile, on retrouve pleinement sa raison d'être et ça a amené, cette innovation, et cette réflexion. Si on va sur, Val Énergie, hein, je vous l'avais partagé à l'oral, mais là vous la voyez, écrite. C'était, aider les entreprises à faire leur part sur leur consommation d'électricité et qu'est-ce que ça a amené, pour Val Énergie? Bah, ça a amené si on doit vraiment aider les entreprises à faire leur part et ben, on peut mettre en place une solution, où on va les aider à faire leur diagnostic énergétique, où on va les conseiller dans la gestion de leurs équipements. Finalement, les panneaux solaires, c'est pas important, c'est qu'un outil. On va le mettre à disposition et puis on va leur facturer, que l'énergie autoconsommée et autoproduite. J'arrive, à la conclusion de ce temps, passé ensemble, à travers ce schéma qui est, cette trajectoire. Par où commencer? Comment, on peut se mettre en mouvement? C'est quoi mes leviers d'action? Les leviers d'action, c'est tout ceci. C'est pas exhaustif, c'est pas, limitatif, je veux dire, mais on passe à travers tout ce type de réflexions, qui vont mettre en mouvement les équipes, dans l'évolution de modèle. Si on change de regard sur son entreprise, on peut rentrer par sa raison d'être,
On va également travailler sur la coopération. Aujourd'hui, comment je coopère avec mes parties prenantes, avec mes clients? Est-ce que je connais vraiment leurs enjeux? Comment j'y réponds? Comment je pourrais mieux y répondre? Pour amener, euh, pardon, excusez-moi, hop, pour ensuite, après avoir posé ces 2 étapes-là et c'est expérimenter ensemble et partager la valeur qu'on crée, et valoriser justement tous les résultats qu'on a pu générer ensemble. C'est aujourd'hui le cas pour Biodiversity, Armen Santé ou même Val Énergie. Donc, on a la chance d'avoir des acteurs clés sur le territoire, comme l'ADEME, comme la région qui s'engagent sur ces sujets-là, qui soutiennent ce type, d'accompagnement. Vous avez un programme FC 49 aussi qui vous emmène, pour réfléchir et vous engager, sur ce type d'évolution. Il y aura, comme l'a présenté Elodie, un programme d'émergence qui va vous amener justement vers ces pistes d'innovation pour se dire: «Et moi, qu'est-ce que ça donnerait pour mon entreprise?» Et moi, j'espère, pouvoir, raconter, aussi de belles histoires comme celle de Michael, de Anne ou d'Olivier, raconter les vôtres, dans l'évolution et dans cet engagement, vers, l'évolution de votre modèle économique. C'est un process qui fait grandir tous les acteurs de l'entreprise, hem et toutes ses parties prenantes également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors je vous laisse reprendre la main, Élodie. Ouais, il y a le Oui, micro qui pardon. est Oui, oui, Magali, je veux bien ouvrir le bal avec une question qui m'a été posée cette semaine d'un dirigeant d'entreprise qui est dans le bâtiment et qui me disait, moi, c'est vrai que j'ai envie de bouger les choses. Je trouve que ma filière, elle fonctionne en mode un petit peu artisanal, mais je me sens un petit peu seule. Je me sens seule et notamment au sein de mon entreprise. Il n'y a pas vraiment de culture d'entreprise. J'ai envie de bouger les choses. Je fais des ateliers. Mais comment je fais finalement pour les embarquer? Et on a bien vu que dans ta démonstration et sur les différents témoignages que tu as présentés, la coopération en interne est fondamentale. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à des dirigeants d'entreprise qui se disent, qui veulent embarquer en fait leurs salariés, et on sait que c'est fondamental pour aller vers ces nouveaux modèles économiques. Qu'est-ce qu'on peut répondre? hem, ce qu'on peut leur répondre déjà, c'est que, hem, c'est, la 1re chose, c'est vraiment intéressant déjà qu'ils prennent conscience de cela, qu'il faut embarquer ces équipes. Parce que, on a, parfois des programmes et c'est pour ça que le 28 avril, on vous propose de venir en binôme. Parce que souvent ce type de réflexion, finalement, c'est le dirigeant qui le porte. Il revient dans son entreprise, avec, en disant: «Ouais, c'est chouette, il y a vraiment quelque chose à faire». Mais on sait que, le dirigeant, c'est le chef d'orchestre d'une entreprise et qu'à un moment, il va pas en avoir le temps, tout simplement. Il y a une temporalité, et puis il y a beaucoup de vertus aussi, à mettre en capacité, son équipe, sur ces sujets stratégiques. Identifier, les bonnes personnes, hein, c'est pas forcément, facile, mais pour que les personnes s'engagent, il faut d'abord qu'elles comprennent dans quoi elles s'engageraient. Donc il faut, pouvoir avoir, ce temps aussi, d'appropriation, de sensibilisation, par des exemples, de dire: «Tiens regarde, on pourrait mettre ça en place. Est-ce que, tu as le souhait, d'y aller?» Et qu'une équipe projet, en fonction de la taille de l'entreprise, hein, parfois des entreprises qui ont pas beaucoup de collaborateurs, puissent se mettre en mouvement et puis au fur et à mesure, vont venir solliciter, telle personne en interne pour, le questionner aussi sur, sa vision de ses enjeux clients, puis une autre personne, sans obligatoirement, qu'on mobilise, 6 personnes, je dirais à temps plein, non c'est pas ça, mais 1 jour par semaine là-dessus. C'est un projet, qui est pas un projet en plus, mais qui doit être un projet, chapeau, d'autres initiatives peut-être portées, hein, de démarches, RSE, mais qui va venir nourrir, l'entreprise, de manière, très large. Donc
C'est oui, avoir, la clairvoyance, en tout cas ce regard de se dire clairement, il faut que je puisse, mettre une ou 2 personnes, autour de la table et puis, se faire, accompagner ou en tout cas, avoir cette sensibilité de se dire, heu, j'y vais et je donne quand même, un peu de temps à cela. Ça répond à ta question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une autre question, hein, finalement, aussi. Par rapport à la mise en mouvement d'une filière, on s'aperçoit, je pense notamment au bricolage, qu'il y a quand même des freins qui sont assez importants. Enfin, là encore, je pense à une entreprise avec qui j'ai pu interagir, où en fait, la mise en mouvement d'une filière, elle peut être très complexe aussi. Et ça, tu as cité ce terme-là, mise en mouvement, pour Armen Santé. Comment on peut aussi, on a l'impression de notion de pionnier finalement. Il y a des gens qui vont bouger les choses, mais ça peut paraître finalement assez compliqué d'être le pionnier qui va mettre en mouvement une filière qui paraît un peu plus rigide que d'autres. Là encore, c'est des choses que j'ai entendues quand on est allé interroger les chefs d'entreprise. Mais tout l'enjeu justement, au niveau de la filière, c'est de trouver, l'enjeu commun. C'est-à-dire, on y va tous, mais, on y va tous pourquoi? En fait, trouver au moins, ce sujet qui fait qu'à un moment, si on va bien être contraint. Alors, je pense qu'on va être aidé de toute façon, globalement, avec, des avancées réglementaires qui font que de plus en plus, comme je disais, au début de ce webinaire, mais on le voit aujourd'hui. Nous, on a beaucoup d'entreprises qui nous disent: «De toute façon, on me le demande, réglementairement de plus en plus, voire sinon c'est mes fournisseurs, qui, enfin, je vais pouvoir aller, interroger mes fournisseurs qui vont m'imposer, justement, d'être de plus en plus, attachés». Enfin, moi, en tant que fournisseur, je vais devoir faire attention à l'impact de mon activité. En fait, c'est plutôt dans ce sens-là, que je voulais l'exprimer. Donc, en effet, quand on commence une mise en mouvement, globalement, même sur un projet, d'évolution de modèle économique, à un moment, c'est vraiment, trouver, bah, pourquoi on aurait tous intérêt à y aller ensemble. Et bien évidemment, on commence, peut-être, petit, en se disant, on va travailler avec, un fournisseur, un client, avec qui on est, en relation de confiance et avec qui on a envie de faire, les choses, différemment. Donc, là, c'est sur le cas spécifique d'une entreprise, mais sur la filière, on se rend compte assez rapidement qu'il y a des enjeux, communs et qu'on a tous intérêt à travailler ensemble, heu, dans des contextes réglementaires de plus en plus contraints. Une réglementation qui peut aussi être une opportunité. Oui, ou les faire évoluer, hein, on voit certaines, notamment chez les DRO, hein, les dirigeants responsables de l'Ouest, où il y a des vraies, réflexions aujourd'hui, autour de certaines filières, notamment, l'approvisionnement, de l'acier, où ils se sont dit: «Bah, à un moment, si je veux vraiment faire bouger les choses, il faut qu'on se mette à plusieurs pour, essayer de peser un peu, sur, des les enjeux environnementaux et sociaux. Donc, comment je me mets en mouvement, comment je suis pionnier, hem, là-dessus, mais si on trouve un intérêt commun, hem et on en trouve, on arrive à fonctionner et avancer ensemble. Moi, j'ai peut-être aussi également une question. Peut-être, on a bien compris du coup parfois quels pouvaient être les déclencheurs dans les exemples que tu as présentés, mais peut-être sur combien de temps ça s'est passé en fait la notion de temporalité pour l'entreprise, parce qu'on voit bien qu'il y a une notion de conduite d'une trajectoire sur une certaine durée, et comment l'entreprise aussi a réussi à jongler entre bah, cette prise de recul très importante sur son activité et puis des impératifs plus quotidiens sur sa gestion des affaires en parallèle. Donc, comment elle a conduit ce changement-là et sur quelle durée? Par exemple, peut-être sur l'exemple d'Armen Santé. Euh, Oui, alors, Armen Santé, ça a été un accompagnement, en effet sur un an. Donc, avec, enfin, ce qu'on disait quand on préparait l'intervention, c'est que dans tout le process finalement, on identifie aussi, rapidement,
des leviers d'action qu'on va pouvoir avoir et qui vont venir apporter ce qu'on appelle des quick wins et qui vont venir apporter finalement une dynamique dans l'entreprise qui fait que même si on n'est pas encore à la nouvelle offre ou au bout de la trajectoire, on apporte finalement des solutions positives à certains cailloux qu'on avait dans la chaussure au niveau de l'entreprise. Et donc, ça apporte plus et plus rapidement que d'attendre vraiment la fin de la trajectoire. Donc, il y a ça. J'accompagne aujourd'hui une entreprise près de Saint-Nazaire qui est une agence événementielle et qui, justement, eux, c'était toute l'équipe qui se disait, «On fait plein de choses, on a plein de compétences, et on se rend compte en effet, appel à projet, toujours les prix, on a de la créativité, c'est pas valorisé, comment on peut se mettre, en mouvement là-dessus et en coopération avec nos acteurs?» Ils sont lauréats de l'appel à projet, ADEME, en économie de fonctionnalité et de coopération et finalement, assez rapidement, on n'est pas encore au bout de la trajectoire, là, ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble. Mais c'est dès le départ, ou en tout cas très rapidement, ça a été une évidence. Il y a déjà quelque chose qu'on peut enclencher, c'est, une labellisation d'événements éco-responsables. Parce qu'en fait, on le fait déjà, et ça nous aiderait pour nous structurer et ça permettrait de le valoriser par rapport à nos clients. Et puis, voilà, ça serait vraiment intéressant pour l'équipe et donc ça, c'est fait et ils l'ont déjà fait et on n'est pas à la fin de la trajectoire, mais ils se sont engagés, dans cette labellisation, et ça leur a permis, déjà une première étape. Hem La deuxième, c'est vraiment le changement de regard. Je parlais avec le dirigeant la semaine dernière qui me disait, «Maintenant je vais aller rencontrer, des mairies, des collectivités et comment, je peux peut-être lui dire, comme je le faisais au départ, mais c'est quoi vraiment, l'intention de cet événement? Qu'est-ce que vous voulez à quoi vous voulez contribuer? Est-ce que ça sera réussi, si, il y a un taux de participation fort? Ou est-ce que, parce qu'on aura peut-être réussi à vous positionner comme une collectivité engagée, sur ces enjeux, sociétés environnementaux et comment on va mesurer ensemble, l'impact de cet événement, auprès de la population, auprès de la collectivité. Enfin voilà, il y a un autre, regard qui se met en place, une autre façon, d'engager, la relation, commerciale, qui est très intéressante où on va partager avec son client, ses enjeux, ses besoins, hem et peut-être, voir à notre niveau avec ce qu'on sait faire, ce qu'on peut lui apporter, mais plus largement, comment aussi, on peut peut-être lui apporter plus, en le mettant en lien, avec d'autres acteurs de notre écosystème. Il y a d'autres questions ou si certaines veulent prendre la parole pour poser leurs questions, enfin, n'hésitez pas à le faire. Posez vos questions dans le chat. Moi, j'avais peut-être une autre question, du coup, en attendant aussi. C'est une remarque de dirigeants qui arrive souvent. En fait, on comprend bien dans les exemples de d'autres entreprises ce qui peut être fait et en quoi le FC est vraiment pertinent pour changer son modèle. Mais souvent, on se dit, bah, OK chez les autres, mais chez moi, je vois vraiment pas comment ça pourrait s'adapter. Et du coup, la question un peu sous-jacente, c'est est-ce que finalement, toutes les entreprises arrivent, enfin, pourraient s'approprier ce sujet-là ou quelles seraient les entreprises dans lesquelles c'est plus facile que d'autres? Enfin, voilà, au regard de l'expérience que tu peux avoir, quel est ton avis sur ce sujet? Alors ce que moi enfin, à mon niveau, ce que je vis depuis 2 ans, c'est que c'est vraiment applicable à tout type d'entreprise, à toute organisation. Toute typologie. C'est vrai que dans les exemples qu'on connaît, les plus courants, on est souvent dans des process, industriels où on se dit, on reste, voilà, cantonné à l'idée de: «Je vends plus le produit ou le service, je vais vendre son usage ou sa performance d'usage», et donc ça paraît plus évident, sur un produit. Alors qu'en fait toute cette réflexion et telle que j'ai essayé de vous la partager ou de vous la transmettre ce matin, elle amène en fait, des réflexions intéressantes à tous les échelons de l'entreprise. Toujours avec cette envie, de concilier, très clairement, une performance économique et les impacts, environnementaux, sociétaux, sociaux qu'on génère et donc ça permet, de contractualiser différemment et de s'engager, sur d'autres formes, de collaboration.
une nouvelle manière d'aborder son marché et de faire, autrement, avec les acteurs de marché. Donc je pourrais pas répondre à un dirigeant comme ça, je vois pas ce que ça veut dire, pour mon entreprise parce il faudrait partir de là où il en est, et justement l'atelier pratique qu'on va vivre ensemble, ça va être, de vous amener, ces réflexions-là. C'est quoi les enjeux de mes clients aujourd'hui? Tiens, est-ce que je pourrais y répondre, différemment? Avec qui je pourrais le faire? Heu en vous alimentant aussi, de vos équipes. Enfin, nous, on se nourrit beaucoup, des clients qu'on accompagne, parce que, même nous, quand on commence avec eux, on ne sait pas forcément où on va arriver, mais c'est toujours très riche et il y a des très, très belles innovations de modèles, d'offres, de projets de territoire, de transition, qu'amène, ce type de réflexion, hem, voilà, autour de son modèle économique. Et on va prendre une dernière, le timing. Question de l'ADN qui dit comment convaincre les clients performants et en croissance et qui ont du mal à considérer ce modèle économique actuel. Hem enfin, je pense à un moment, il y a, si ce n'est pas leur client ou si c'est pas le marché qui va leur dire, qu'il faut, se repositionner, ça viendra peut-être des équipes, à un moment et ils sont peut-être performants et en croissance, mais sur quoi? Sur quelle activité? Qu'est-ce qui génère? Quels sont leurs impacts, négatifs ou positifs? On sent que ces mouvements, d'évolution, de recrutement, soit c'est le client en effet à un moment qui sera plus là. On revient à nos questions de départ, hein. Est-ce qu'en 2030, si vous évoluez pas, votre client il voudra toujours acheter votre produit? Est-ce qu'il pourra toujours? Est-ce que vous êtes peut-être croissant et performant aujourd'hui, mais est-ce que vous aurez toujours la matière première pour fabriquer votre produit? Hem Pareil, votre service. Donc comment vous concevez, votre relation client? Comment vous fidélisez vos clients? Comment, vous, mettez en mouvement avec, vos parties prenantes? Est-ce qu'un jour, un fournisseur qui travaille avec vous aujourd'hui, il voudra toujours travailler avec vous demain? Enfin, voilà, je pense qu'il y aura un mouvement de fond et ça viendra bien à un moment, question de, comment, je décorrèle, ma croissance et ma performance, de ma consommation de mes ressources, hem, de de cette surconsommation. Enfin, je pense qu'il y a cette idée de sobriété derrière, à un moment qui vient et qui vient de plus en plus, et ça s'accélère. Donc, on a besoin, de se poser ces questions-là aujourd'hui, même si on est performant et qu'on est en croissance. OK. Merci beaucoup. Merci à tous pour, les questions, et merci à Magali pour, toutes ces réponses. Merci surtout, au fait, d'avoir partagé autant d'exemples, vécus et très concrets. Je trouve qu'effectivement, là, on est bien parti, en fait, des limites et on voit le cheminement de l'entreprise. Ce que je retiens pour ma part, c'est qu'effectivement, on part toujours d'un problème, initial qui va venir questionner, en fait, de façon plus ou moins forte le modèle, qui est en place. On a vu que toutes les entreprises étaient, confrontées à des limites plus ou moins fortes, hein. Vous l'aviez écrit, tous dans le chat. On a relevé des problèmes, on a parlé de problèmes de pénibilité au travail, des difficultés d'attractivité pour certains métiers. Donc, on était plutôt sur les questionnements RH. On a aussi vu que il y a toutes les questions de raréfaction en fait, des ressources, de prix de matières premières qui viennent percuter la marge en fait, des entrepreneurs. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, dans tout ce que tu as dit, c'est que finalement, quand on a posé toutes ces limites, qui peuvent paraître insurmontables, en fait, on voit qu'il y a finalement il y a des solutions, il y a des pistes pour se mettre en mouvement. Donc, je trouvais que c'était intéressant de réinsister sur le fait qu'effectivement, il y a encore des leviers de croissance, en fait, d'innovation, et on peut aller dans ces modèles, enfin voilà, avec des beaux exemples, en tout cas, de belles réussites. Donc, merci pour tout ce partage. On vous a remis également le lien, en fait, donc sur les prochaines dates. On vous a dit que la sensibilisation, on part sur 2 ans en fait de sensibilisation avec vous. Donc, on va vous proposer des visioconférences comme celle-ci. On va vous proposer aussi des ateliers. Et donc, le prochain atelier, on martèle la date, mais ça va être très intéressant pour vous de vraiment
du coup passer à l'action maintenant. Donc c'est le 28 avril, donc on sera toujours avec Magali. Et là, voilà, on vous demande de venir effectivement en binôme. Chef d'entreprise et un manager chez vous, un membre de l'équipe, enfin, voilà, quelqu'un qui va vouloir vous aider à prendre de la distance, à prendre ce recul qui va être nécessaire, changer, tu parlais de changer de regard, donc voilà, ça c'est vraiment important effectivement. Il y a également un autre atelier, alors c'est pas nous qui le mettons en place, mais c'est le comité 21, parce qu'il y a aussi une action de leur côté. Donc c'est un atelier qui sera le 24 mars de 9h à 10h30, donc il sera en distanciel. Et donc l'objectif c'est de comment développer la coopération territoriale avec l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On vous a pas mis le lien, mais on vous enverra un mail, on pourra vous mettre également ces infos-là. Dernière info, dans le mail qu'on vous transmettra à la fin, on vous enverra un Google Form pour recueillir en fait pour avoir vos retours. Nous, on est dans une logique en fait d'amélioration continue. Donc, il est déjà dans le chat. Vous pouvez dire, alors, Evelyne me dit qu'il est déjà dans le chat. Elles sont très rapides. Bravo les filles. Donc voilà, si vous pouvez prendre le temps en fait, de répondre à ce lien. Et merci encore Magali, vraiment, pour tout cet éclairage. Merci à tous d'avoir été présents. On était très nombreux, donc c'est super cool. Et voilà, on vous enverra tous les éléments suite à cette présentation. Très bonne journée à tous. Au revoir. Merci à tous et à toutes. Merci. Bonne journée. Merci à tous. À bientôt. À bientôt, ouais.